Alors, avant d'aller, disons, dans le vif du sujet et de la présentation, peut-être quelques mots pour expliquer la raison pour laquelle on organise cette journée de la pensée marxiste aujourd'hui et autour de la question de l'économie de guerre. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le 21 septembre représente la Journée internationale de la paix, une journée consacrée par l'ONU. Et cette année, cette Journée internationale de la paix, elle se déroule dans un contexte où l'Union européenne planifie des dépenses militaires de 800 milliards d'euros, pas dollars, 800 milliards d'euros qui, non seulement c'est une somme faramineuse, mais aussi 800 milliards d'euros qui, selon les traités qui les commandent, sont déduits du plafond de la dette nationale que chaque État membre de l'Union européenne peut contracter. Parce que, effectivement, l'Union européenne du capital, étant un traité de libre-échange, a imposé, il y a une dizaine d'années, un plafond de dette structurelle par pays en pourcentage de PIB. Eh bien, pour un effort de guerre en faveur des monopoles européens, en faveur de l'impérialisme, pour faire la guerre à la Russie, pour prêter main forte à l'OTAN, eh bien, pour cet effort de guerre de rapine, oui, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, on peut s'endetter. S'endetter à profusion. S'endetter pour des réformes, pour des pensions de retraite dignes, ça, il n'y en a pas question. Trouver de l'argent pour l'hôpital, il n'y en a pas question. Pour l'école, il n'y en a pas question. Mais pour des bombes, pour des chars d'assaut, et même des chars d'assaut qui sont utilisés à l'intérieur même des pays. Avant-hier, en France, il y avait un énorme mouvement social contre les politiques d'austérité qui vont être entérinées par le budget, aujourd'hui le cornu, mais très probablement qui a été écrit par François Bayrou, et certainement par le truchement d'Emmanuel Macron et sous la gouverne des grandes entreprises. Eh bien, pour essayer de faire peur au mouvement social, la Gendarmerie nationale française s'est dotée d'une vingtaine de chars d'assaut blindés légers pour disperser, soi-disant, la foule, mais c'est des engins de guerre. Ne nous y méprenons pas. Ici, c'est à coût de 150 milliards de dollars de budget militaire qu'on essaye de nous imposer à cet effort de guerre pour atteindre les 5% du budget canadien pour satisfaire les besoins de l'OTAN. 150 milliards de dollars par an, ça veut dire 330 000 logements sociaux, 3 000 écoles primaires, 40 hôpitaux, 1 300 000 emplois à temps plein payés à 40 $ l'heure. Pas tout ça ensemble, l'un ou l'autre, mais chaque année, parce que c'est 150 milliards de dollars par année qu'on va payer pour le budget militaire. Et donc, forcés par ces circonstances, nous, communistes, depuis cet été, menons campagne. Et vous avez les tracts ici, vous en avez en arrière. Les tracts que nous diffusons sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, dans nos syndicats. On va même un peu plus loin en essayant de faire passer des motions, notamment au congrès de la FTQ, pour contrer, pour empêcher ces dépenses militaires, parce que nous croyons que c'est notre devoir à nous communistes de faire savoir que l'économie de guerre, c'est une économie de profit pour le patronat, qu'une économie de guerre, c'est une économie de destruction de nos emplois. Une économie de guerre, c'est une économie de destruction des peuples, c'est une économie qui va entériner encore plus le pouvoir des grandes entreprises et des monopoles. Nous considérons que c'est le devoir du mouvement syndical de s'opposer à cette économie de guerre, de passer non seulement les résolutions, mais de s'opposer activement, de s'embarquer dans des campagnes massives pour empêcher, pour couper le robinet à ces faiseurs de guerre. Donc, c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, nous avons pris comme décision que cette journée de la pensée marxiste serait axée autour de l'économie de guerre. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Les discussions de ce matin l'ont prouvé. Il y a beaucoup à dire sur la question de la guerre. Ce n'est pas juste une économie de guerre, ce n'est pas seulement
l'économie en lien avec le complexe militaro-industriel, bien que ça en soit une partie importante. Mais l'économie de guerre, ce n'est pas non plus seulement la vente d'armes et les budgets militaires. L'économie de guerre, c'est aussi les guerres tarifaires dont on a parlé. C'est aussi les sanctions. C'est aussi les blocus, comme le blocus criminel dont Cuba est victime, qui asphyxie littéralement la population cubaine. À Cuba, on parle même d'un génocide quand on parle du blocus. Parce que oui, il y a toute une population qui vit en moins bonne santé. Il y a des gens qui meurent à cause d'un blocus qui est imposé au peuple cubain depuis 1962. Et le blocus, il ne faut pas s'y méprendre. C'est un acte de guerre. C'est le dernier stade dans les escalades qui mènent vers la guerre. Après le blocus, c'est l'invasion. Et l'invasion mène nécessairement à la guerre. Vous savez, le blocus contre Cuba, je vais me permettre quand même d'en parler un petit peu plus, de donner un peu plus d'exemples, parce que c'est trop peu connu. On voit beaucoup ces temps-ci dans les journaux, dans la presse vénale, des documents, des récits de voyage de gens qui se plaignent du fait qu'il manque d'électricité, que la nourriture n'est pas bonne, que la population vit avec très peu de moyens. Et évidemment, la première cible de ces rapports, de ces reportages de pacotille, certes, mais qui sont trop souvent relayés, c'est toujours le régime socialiste cubain. Apparemment, selon eux, pour aider Cuba, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait renforcer le blocus. C'est le serpent qui se mord la queue. La vérité, c'est qu'avec ce blocus-là à Cuba, par exemple, le pays ne peut pas emprunter de l'argent sur les marchés mondiaux. C'est comme si on était obligé de fonctionner avec un compte courant seulement, sans accès au crédit, sans accès à des hypothèques lorsque nécessaire. C'est absolument infaisable, surtout pas à l'échelle d'un État. L'extraterritorialité du blocus fait en sorte que des entreprises qui voudraient commercer avec Cuba ne peuvent pas commercer avec les États-Unis. Alors, entre un marché de 10 millions de personnes ou un marché d'environ 350 millions de personnes, bien, évidemment, quand on est capitaliste, le choix est assez simple. Ce blocus, ça va jusque dans les aspects quotidiens de la vie des Cubains, mais même des Cubains à l'étranger. L'ambassade de Paris, à un moment donné, alors que j'habitais en France, avait un problème, une panne d'ascenseur. L'ambassadeur fait venir un réparateur. Le diagnostic est très rapidement effectué. Il faut remplacer une pièce. Problème, l'ascenseur appartient à la compagnie Otis, américaine. Donc, impossible de trouver la pièce. Donc, l'ambassade est obligée de démanteler cet ascenseur-là et de le remplacer par un ascenseur Siemens fait en Allemagne. C'est un peu anecdotique, mais ça vous donne une idée des contraintes de ce qu'est le blocus économique. Et pour ceux qui seraient dubitatifs, rappelons-nous, à l'hiver dernier, quand Trump menaçait d'annexion au Canada, quand Trump menaçait de guerre tarifaire, on parlait de quelques dizaines de pourcents, 30, 40% de tarifs sur l'économie canadienne, et tout de suite, c'était la panique dans les milieux d'affaires. Et bien, quand c'est un blocus, c'est même plus 100%. C'est au-delà de 100%, puisque c'est même plus seulement entre les États-Unis et Cuba, c'est devenu extraterritorialisé. C'est le but, tout simplement, d'en finir et d'asphyxier le pays, d'essayer d'y voir se fomenter un coup d'État, une révolution de couleur, comme on les appelait. Et pourtant, ça n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que Cuba, précisément, est socialiste, et parce que la population cubaine sait à quel point elle a une influence dans l'État qu'elle a elle-même conquis. Mais vous imaginez donc, si le Canada était frappé d'un blocus, moi je ne donne pas cher de notre économie, surtout pas dans l'état actuel des choses où, comme le soulignait Igor, le secteur manufacturier ne correspond qu'à 9% et 80% de nos échanges commerciaux sont faits avec les États-Unis. Donc l'économie de guerre, ce n'est pas seulement la question des bombes et des armes et de leur trafic. L'économie de guerre, c'est probablement ce qui caractérise le mieux aujourd'hui
la voie de développement possible pour le capitalisme. La seule marge de manœuvre qui lui reste, c'est la guerre et la destruction. Et c'est ce qu'on essaiera de discuter dans les prochaines minutes. Comme on le sait, le capitalisme est transi par une contradiction fondamentale et insurmontable, celle qui oppose le caractère social de la production et la propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour que le capitalisme fonctionne, le contrat social à la base du capitalisme, qui d'ailleurs, en son temps, était éminemment révolutionnaire, c'est qu'il y a une partie de la population qui a des capitaux, et elle met au service ces capitaux pour donner de l'emploi et créer de la richesse. Le capitaliste achète des machines et offre de l'emploi à ceux qui en ont besoin, et de là se créent donc des marchandises qui sont vendues sur un marché. Et c'est assez révolutionnaire parce que pour y arriver, il faut qu'il y ait finalement une main-d'œuvre, un bassin de main-d'œuvre qui soit libre, qu'on est capable d'échanger. Et il faut aussi que les marchandises puissent être disponibles pour tout le monde, tous ceux qui en ont l'argent. Donc pour ça, il faut faire sauter les barrières rétrogrades que posait le féodalisme, avec les octrois, avec les fermes générales et tout le système finalement seigneurial et puis de liens entre vassaux et suzerains. Mais le problème, c'est que, évidemment, pour se maintenir, parce qu'évidemment, les capitalistes entre eux se font concurrence. Il n'y a plus de loi du sang qui empêche cette concurrence libre. Donc, en se faisant concurrence, eh bien, évidemment, les capitalistes doivent être innovateurs et trouver une façon d'avoir des avantages comparatifs par rapport à leurs concurrents. Alors, comment on obtient des avantages comparatifs? Eh bien, évidemment, une des façons, c'est en payant le moins cher possible les ouvriers. Sauf que les ouvriers ont eu tôt fait, et on l'a vu par exemple avec la révolte des canuts en France au 19e siècle, vers 1854, si je ne me trompe pas, que si à Lyon, on me paye un salaire de 10 sous de l'heure, alors qu'à Paris, j'en gagne 15 sous de l'heure, et on va s'unir et on va faire une revendication ensemble, et on va faire monter les salaires. Donc l'avantage comparatif, il est aussi aller chercher d'une autre manière. Quelle est l'autre manière? Il faut intensifier la plus-value, ce qu'on appelle en économie politique, la plus-value relative. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on investit dans la machinerie pour qu'une heure travaillée produise, le rendement d'une heure travaillée soit plus productif que le rendement d'une heure travaillée avec l'ancien modèle, disons, de machinerie. Et donc c'est comme ça que la petite production manufacturière, artisanale, cède sa place à la grande industrie moderne, avec les lignes de montage et puis la production industrialisée finalement, et presque militarisée. Et donc, les petits artisans finissent par être phagocytés par cette grande entreprise. Et les grandes entreprises deviennent de plus en plus grandes, embauchent de plus en plus de personnes, mais au fur et à mesure qu'elles grandissent, il ne faut pas penser que la compétition, ça nuise. Au contraire, la compétition, elle s'exacerbe entre chacune de ces entreprises-là. Donc, et la seule façon de se maintenir dans la course, il faut que l'entreprise du voisin investisse elle aussi dans cette machinerie qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus technologique, au point où aujourd'hui, on le voit, c'est avec l'intelligence artificielle, sauf qu'il y a un problème. Oui, l'heure ouvrée est plus productive, sauf que la machinerie, ça coûte cher. Et la machine ne transfère rien de plus que le prix de sa valeur dans le produit fini. C'est-à-dire qu'à elle seule, la machine, on n'en retient aucun profit. Le profit, on le retient du travail. Par conséquent, chaque unité de marchandise produite, son taux de profit tend à baisser. C'est ce qu'on appelle la fameuse tendance à la baisse du taux de profit. Tendance générale d'ailleurs. Il faut faire attention, Marx utilise le terme très clair, une tendance générale à la baisse du taux de profit. Ce qui veut dire que, dépendamment des luttes ouvrières, dépendamment de toutes sortes de facteurs
qui sont afférents à la situation économique, sociale et politique, au sein de cette tendance générale, il y a des tendances ponctuelles. D'ailleurs, Marx écrivait en allemand, et en allemand c'est très simple, la différence sémantique est simple, on dit tendance et trend. Même chose en anglais, tendency et trend. Tendency, c'est la tendance générale, trend, c'est les petits soubresauts. Et c'est vrai qu'au cours des années, on va dire des années 90 à 2020, plus ou moins, la tendance, globalement, la tendance générale à la baisse du taux de profit, elle a été contrée. Parce que les syndicats ont été moins combatifs et on a accepté des conventions collectives avec des augmentations salariales qui, finalement, ont complètement abandonné les fameuses demandes de rattrapage et d'enrichissement. Donc, cette tendance générale, elle connaît quelques soubresauts. Mais si on veut comprendre la situation, il faut regarder toujours du général vers le particulier. Et au niveau général, c'est très clair que la tendance, elle est lourde. Et c'est à la baisse du taux de profit, à un point tel que dans l'industrie automobile, selon un rapport que j'avais lu il y a quelques années d'Unifor, la part du salaire dans le prix final fini, du produit fini d'une voiture, n'est que de 5%. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les capitalistes, ils peuvent faire du profit que sur 5% du prix de la voiture au Canada. Donc, on tend dire que faire baisser les salaires, c'est une priorité, sur-priorité absolue pour ces gens-là. Et donc, comment on fait pour essayer de se dépatouiller, de sortir de tout ça? Eh bien, on produit plus. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va nous faire? Au final, le profit global, la masse de profit, elle ne baisse pas. C'est le taux de profit par produit qui baisse. Donc, le marginal, voilà. Le taux de profit marginal baisse, alors que la masse de profit, elle augmente. Donc, on vend plus, on inonde de marché, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça crée des crises de surproduction. Et on en est aujourd'hui à une situation où le profit marginal est tellement bas que chaque industrie, chaque usine ne peut plus être à elle seule génératrice de profit. Alors, c'est comme ça que dans les années d'après-guerre, on en est venu à essayer de résoudre le problème en instituant le capitalisme monopoliste d'État. Ce que ça veut dire, pour le dire en une phrase, c'est que l'État devient une courroie de transmission pour les monopoles. L'État, son rôle, à travers l'impôt et à travers toutes sortes d'autres truchements législatifs et aussi incitatifs monétaires, etc., siphonne un maximum d'argent du travail vers le capital. Alors que dans un État socialiste, ce serait l'inverse. Le but de l'État, c'est d'aller chercher de l'argent du capital et de le redistribuer aux travailleurs, de redistribuer au travail finalement, pour générer l'emploi, pour générer le travail, pour stimuler les développements. Donc le capitalisme monopoliste d'État, son rôle, c'est de devenir un exploiteur collectif pour l'ensemble des travailleurs, mais pas que des travailleurs, des petites et moyennes entreprises, des petits artisans, des petits commerçants, tout ça pour aller chercher une manne d'argent, des milliards et des milliards de dollars qu'on va donner en subvention à Northvolt, qu'on va donner en subvention à PKP, qu'on va donner en subvention à toutes sortes d'entreprises privées. Donc, quand on parle de nationalisation, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, en fait, de quoi on parle? Ces entreprises-là, en vérité, elles sont déjà nationalisées. Disons que leurs pertes sont nationalisées, leurs dettes sont nationalisées. La seule chose qui nous resterait à nationaliser, à remettre sous contrôle public, c'est leur profit. Tout simplement. Mais on en est à un point où, aujourd'hui, même le capitalisme monopoliste d'État est chancelant.
vu les contradictions inter-impérialistes qu'on a mentionnées ce matin. Et donc, dans ce cas, tout ce qui reste, ben, c'est la guerre. Parce que le capitalisme, une fois qu'il s'est étendu, une fois qu'il a mis au pas même les États, une fois qu'il a colonisé des marchés, une fois qu'il est hégémonique, le capitalisme et l'impérialisme s'est érigé comme le modèle, enfin, le système global à travers le monde, eh bien, les compétitions entre monopoles, elles s'exacerbent et elles vont au point de générer des guerres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette contradiction fondamentale dont on parlait plus tard, elle se manifeste aussi comme une contradiction entre la propension du capitalisme à s'étendre à tous les niveaux, mais aussi sa nécessité de destruction. Parce que c'est ça, au final, la seule façon de maintenir le capitalisme à flot, ben, c'est de détruire l'appareil de production et de reconstruire. Et c'est de là que viennent d'ailleurs les fameux cycles de crise et de prospérité. Quand il y a une crise de surproduction, peu importe, qu'elle soit financière ou qu'elle soit induite par d'autres éléments sociaux ou même des fois sanitaires, comme la crise de la pandémie de COVID-19, eh bien, à chaque fois, c'est un ralentissement économique. Et puis, on brise des moyens de production. Alors, pendant la crise de 2008, c'est des dizaines de milliers de voitures qui ont été complètement démantelées, qui ont été complètement cannibalisées dans les cours de Fiat en Italie. Aux États-Unis, combien de fois on a vu pour maintenir le prix du blé ou du grain à un certain niveau qui est acceptable pour les grandes entreprises de l'agrobusiness, eh bien, on faisait tout simplement le détruire. Parce que trop de grains, ça faisait baisser le prix. C'est ça, la nature du capitalisme, une nature qui est essentiellement autodestructrice et poussée à son paroxysme, ben, c'est la guerre. Quand on va détruire un pays, après, il faut le reconstruire. Et la reconstruction, ben oui, pour les pays vainqueurs, et l'Europe a été un exemple éloquent à cet égard avec le plan Marshall, des milliards et des milliards de dollars américains pour reconstruire l'Europe, et surtout la partie occidentale de l'Europe, en contrepartie de quoi? En contrepartie, évidemment, d'ouvrir les marchés européens aux capitaux américains, en contrepartie de l'adhésion de ces pays-là à l'OTAN. Donc, quand on parle d'économie de guerre aujourd'hui, ce n'est pas un choix politique, c'est une nécessité économique pour le capitalisme que d'aller faire la guerre, de nous demander à nous d'aller faire la guerre des autres, parce que c'est leur guerre, mais c'est nos morts quand il y a une guerre. Donc voilà où on en est. On est dans une situation où, si rien ne change, si rien n'est fait, une troisième guerre mondiale est plus que probable. Et c'est pas... Si le gouvernement nous demande de mettre autant d'argent, et d'ailleurs, 150 milliards de dollars, ça c'est seulement le budget militaire qu'on connaît. Mais ça n'inclut pas toutes sortes de postes de dépenses qui sont beaucoup trop occultes, secret défense, pour qu'on puisse savoir de quoi ils retournent. Et ça n'inclut pas non plus, d'ailleurs, les F-35, ou peut-être ça grippe, mais peu importe, qu'on est supposé acheter à coût de, je crois, pour les F-35, 77 milliards, ça va probablement augmenter, oui, c'est ça, pièces. Ça n'inclut pas les navires de guerre, ça n'inclut pas les brise-glaces polaires. Et puis, moi, je ne serais pas étonné que d'ici 2-3 ans, les 150 milliards, le 5%, ça va devenir 6-7%. Qui sait? Puis de toute façon, même si on ne se rend pas à 150 milliards de dollars, je tiens à souligner que notre premier ministre Carney, cette année, le budget qu'il va déposer à l'automne, il l'a dit noir sur blanc, il serait orienté sur la question de la défense. Autrement dit, et on le sait, parce que l'annonce de Carney, c'est que dès janvier 2026, le Canada devrait atteindre les 2% du PIB qui vont être gaspillés. Eux, ils disent investir, mais nous, on dit gaspiller dans
dans l'industrie militaire. Ça veut dire combien ça en plus par année? Ça veut dire 61 milliards de dollars de plus par année à partir de demain. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les budgets, quand ils sont présentés, ça fait déjà des mois qu'ils planchent dessus, les comptables et puis fonctionnaires, gestionnaires du gouvernement. Donc c'est déjà planifié que maintenant, dès maintenant, on va payer 61 milliards de plus par année dans l'industrie militaire. Et comme par hasard, comme quoi il faut quand même lui donner une certaine qualité à Carney, il a de suite dans les idées, parce que du même souffle, il nous invoque à couper jusqu'à 15% du budget fédéral. On ne peut pas faire plus clair. Et donc, la question qu'on doit se poser, nous, c'est est-ce qu'on veut une économie de guerre qui va construire des engins qui sont destinés à la destruction et à détruire et à tuer, ou est-ce qu'on veut une économie où les chaînes de montage, les chaînes de production vont être accompagnées pour, qui sait, avoir des machines-outils pour développer notre agriculture. Est-ce qu'on veut dépenser dans des avions de chasse ou est-ce qu'on veut plutôt dépenser dans une meilleure flotte de transport public? Par exemple, un train à grande vitesse dont on parle, mais qui finit toujours par être l'Arlésienne, un réseau, pas juste un train à travers le Canada. Est-ce qu'on veut réparer nos infrastructures publiques qui, allez, on entre en période d'élection municipale en ce moment. À Montréal, selon le rapport de la vérificatrice générale, 40% des infrastructures sont en mauvais ou très mauvais état. Est-ce qu'on veut réparer ça ou est-ce qu'on veut au contraire aller faire des cratères qui sont bien plus gros que des nids de poules et laisser Gaza sous gravats? Je pense que la question, elle est assez claire. Et je pense que c'est des points qu'on peut toujours amener en parlant avec les gens autour de nous. Oui, certaines personnes s'imaginent que ces dépenses militaires-là, c'est pour nous défendre de Trump. Bon. En fait, non. Ça, c'est exactement la même logique. C'est une logique de mafiosi, qui est que si tu ne payes pas ton pizza, tu vas avoir des problèmes. C'est pas de qui? Évidemment, c'est une protection de nous. Donc, dans ce cadre-là, c'est au contraire. Si on fait ces dépenses militaires-là, si on les effectue, c'est pour justement satisfaire les besoins de l'impérialisme américain. Ça n'a absolument aucun intérêt pour nous, la population du Canada. La plus grande menace à la paix dans le monde, aujourd'hui, c'est les États-Unis de Trump. Alors, qu'est-ce qu'on irait foutre à leur donner encore plus, leur tendre encore plus la perche, leur donner encore plus de cordes qui vont nous nouer nécessairement autour du cou pour nous asphyxier, nous aussi, si jamais c'est nécessaire, ou plutôt quand ce sera nécessaire. L'économie de guerre, il y a un aspect dont on parle peu, c'est l'aspect économique. Oui, c'est vrai, et François Legault s'enorgueillit de cet aspect-là. C'est supposé créer des emplois, par exemple, dans l'aéronautique. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point, et surtout, c'est très ponctuel. Au début, oui. Au début, bien sûr, parce qu'il faut mettre en place des chaînes de montage qui vont permettre de construire soit des munitions ou bien des composantes qui vont finalement intervenir dans les produits finis. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est deux choses. D'abord, cette économie de guerre-là, c'est une des économies dont le taux d'incidence est le plus bas. C'est-à-dire que, par exemple, si on crée un emploi dans l'industrie automobile, évidemment, il y a plusieurs emplois qui sont induits entre le transport, entre les concessionnaires, entre les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement et d'échange dans le civil. Même l'industrie automobile, on peut même arguer qu'elle génère des emplois dans le secteur de la mécanique, dans le secteur des stations d'essence, etc. Par contre, je ne sais pas moi, mais je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu un blindé aller remplir son réservoir au Petro-Canada du coin. J'ai jamais vu un avion F-35
se faire réparer dans des hangars civils d'Air Canada ou d'Air Transat ou peu importe. Non. Donc, l'industrie militaire, par définition, c'est une industrie qui n'induit que très, très peu d'emplois. C'est une des industries qui induit le moins d'emplois au niveau... enfin, qui injecte le moins d'emplois dans la société. Donc ça, c'est déjà un problème. Un autre problème, c'est que l'industrie militaire, elle se finance comment? Ce sont des monopoles privés qui reçoivent des contrats de dizaines, de centaines de milliards de dollars. Mais à qui on vend des tanks? À qui on vend des avions de chasse? C'est pas moi qui les achète. Hein. Puis je pense que si n'importe qui d'entre nous ici essayait d'en acheter un, il y aurait des petits problèmes judiciaires, disons. On vend à l'État. Il y a un seul acheteur, c'est l'État. Donc autrement dit, c'est des dizaines de milliards de dollars qui proviennent du public, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, avec, comme je l'expliquais, à l'heure du capitalisme monopoliste d'État, le gros du budget de l'État provient de nos poches à nous, pas des entreprises, pas du patronat. Donc, c'est de nos poches que va provenir cet argent pour payer les engins militaires. Mais les États, parce qu'évidemment, on n'est pas capable d'aller chercher ces sommes d'argent-là tout de suite. Donc, les États sont forcés de s'endetter pour avoir les liquidités. Et donc, quand un État s'endette, c'est plus ou moins comme faire rouler la planche à billets, ça induit de l'inflation. Si on regarde aujourd'hui un exemple parfait d'économie de pays qui fonctionne, qui roule aujourd'hui à l'économie de guerre, ben c'est la Russie. Eh bien, l'inflation russe, je vous le donne dans le mille, elle est au taux officiel à 8,5% en ce moment. Et c'est considéré comme une amélioration par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Et ça, c'est global. Mais quand on gratte un petit peu et qu'on regarde plutôt dans les produits de première nécessité, que ce soit la pomme de terre, la betterave, le sucre, c'est beaucoup plus. Et puis cette inflation-là, elle est c'est énorme, mais attendez, c'est malgré un taux directeur de la Banque centrale russe qui a atteint 18%. Nous, on avait peur quand la Banque du Canada augmentait l'a augmenté à peu près 5%. Imaginez 18%. Donc, voilà, l'économie de guerre génère de l'inflation. Donc, si jamais quelqu'un commence à expliquer que les salaires nourrissent l'inflation, eh bien non. L'économie de guerre, c'est bien plus néfaste à ce niveau-là. Pour ceux qui s'imaginent de quoi ils retournent quand on parle d'économie de guerre, à quel point est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer, nous les communistes, encore une fois, comme d'habitude? Bon, je dirais premièrement que la question de la guerre, ça fait très longtemps qu'on avertit de son danger. À une époque où tout le monde pensait qu'on avait tort, et aujourd'hui, quand je constate ce qui est en train de se produire, malheureusement, nos prédictions s'avèrent plus justes que jamais. Mais les dépenses militaires, en 2024, ont cru de 9,4%. Le PIB mondial, lui, stagne autour de 3,2%. Donc, autrement dit, les dépenses militaires croissent 3 fois plus vite que le PIB mondial. Donc, ça aussi, c'est une preuve, comme quoi l'adage de Jaurès est vrai, que le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, et que la normalité du capitalisme, c'est de fomenter des guerres, et que la paix, en régime impérialiste et en régime capitaliste, c'est une trêve passagère. Cette économie de guerre, le Québec y participe de plein pied. Et là aussi, force est de constater que nous, les communistes, qu'on traitait d'alarmistes, qu'on traite toujours d'alarmistes, mais bon, on a appris à répondre à ça maintenant. Depuis le sommet de la francophonie de Djerba, dans nos rapports politiques, dans nos articles, dans nos déclarations, on souligne qu'un des aspects fondamentaux du mandat de François Legault, c'est d'intégrer l'économie québécoise encore plus, de plus belle, à l'impérialisme états-unien et nord-américain.
ou on va dire plutôt à l'impérialisme occidental. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il y a eu quelques incursions de François Legault qui est allé signer des contrats militaires avec Thales en Europe. Il y a eu très récemment l'annonce de la ministre Fréchette, comme quoi, et ça c'était dans les cartons, soit dit en passant depuis le mois d'avril, hein, mais comme quoi le Québec allait faciliter les investissements publics dans l'industrie militaire pour essayer de tirer l'épingle du jeu, son épingle du jeu devant les 150 milliards de dollars annoncés pour l'industrie militaire. Donc, oui, le Québec est complètement empêtré dans cette dynamique d'économie de guerre. Et c'est très dommage de voir que la réponse de Québec solidaire à cet égard a été très timide. Inquiétant, a-t-on dit. Tandis que Rouba-Gazal errait du côté du nationalisme, parce qu'au final, son point, c'était surtout que c'est le fédéral qui décide avec qui on va faire ce trafic d'armes, alors qu'on sait très bien que c'est pas le fédéral, c'est l'OTAN qui décide avec qui on fait des affaires au niveau militaire. Et encore une fois, pousser des cris d'orfraie quand ça fait des années que la tendance lourde se maintient, c'est trop peu, trop tard. Mais bon, vous savez, à Ottawa, il n'y a aucun parti qui ne questionne les 150 milliards de dollars ou 61 milliards ou peu importe, les dépenses militaires en général. Et ce n'est pas un hasard. Oui, tous ces partis représentent des factions du capital qui sont différentes. Les conservateurs, par exemple, eux suivent leur ligne directrice du capital extractiviste. Quand aux États-Unis on dit « Make America Great Again », pour eux, ça signifie « Make Business Great Again », puisque renforcer le secteur manufacturier états-unien, ça permet de remplir les carnets de commandes. Les libéraux étaient historiquement représentants du capital manufacturier, mais ils ont, au fil des évolutions du capitalisme, préféré se faire les chantres du capital bancaire. Donc le libre-échange, en ce sens, est un outil puissant pour exporter des produits financiers de sorte que la Banque Scotia trône en maître en Amérique centrale et dans certains coins d'Amérique du Sud, et que l'exploitation de nos ressources naturelles par des multinationales étrangères, principalement états-uniennes et jusqu'à assez récemment chinoises aussi, permettent d'hypertrophier le marché des assurances et des crédits à l'interne. Eh bien oui, une entreprise américaine qui veut venir exploiter, et d'ailleurs il y en a là-dedans qui sont des entreprises, c'est même pas des entreprises, c'est l'armée américaine elle-même qui veut venir exploiter des ressources minières dans certains endroits dans les Laurentides et en Outaouais, je crois, mais aussi énormément dans le Grand Nord. Le Pentagone directement vient extraire. Mais bon, il faut quand même que ces entreprises-là aient des assurances. Eh bien, elles achètent des assurances canadiennes. Et c'est ce qui fait qu'en matière d'exportation, l'assurance, les produits financiers font partie des produits les plus exportés de l'économie canadienne. Est-ce que ça, c'est pas une économie parasitaire? C'est quoi? Si ça, c'en est pas une, qu'est-ce qu'en est une? Puis on n'oubliera pas que le cours des minéraux est fixé à la Bourse de Toronto. Pas à Wall Street, mais au TSX. Puis quant au NPD, il y a longtemps que la classe ouvrière, et même l'aristocratie ouvrière, ne constitue plus sa base électorale. Il l'a troqué pour les couches moyennes éduquées urbaines que produit justement le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire les éléments de la société qui n'interviennent pas directement dans le processus de production, mais qui en assurent la gestion, donc les couches managériales, les gestionnaires, consultants en marketing ou en communication, etc. Il s'agit du parti de ceux qui consomment plus qu'ils ne produisent, pour schématiser, et qui par conséquent ne cherchent plus à transformer la société, ni même à renforcer la lutte antagonistique entre le capital et le travail. Donc, à Ottawa, on a 4 partis. Il y a le Bloc aussi,
qui, lui, souffle chaud, souffle froid sur certains points pour satisfaire son nationalisme. Mais aucun de ces partis ne remet en cause l'économie de guerre. Aucun d'entre eux ne remet en cause la nécessité de rompre avec les dépenses militaires. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que c'est tout simplement la preuve que si chacun d'entre eux représente des factions différentes du capitalisme, en définitive, tous s'entendent et ils nous font la preuve pour nous que la seule marge de manœuvre qui reste au capitalisme, eh bien, c'est la guerre et c'est la destruction. Alors nous, comme communistes, comment est-ce qu'on intervient dans cette situation? Eh bien, nous, on propose une économie de paix. Une économie de paix, c'est quoi? C'est une économie qui, premièrement, reconnaît et garantit le droit à l'autodétermination et la souveraineté des peuples. C'est le principe fondateur de la Charte des Nations Unies. Le principe fondateur de la multilatéralité dont on a parlé ce matin et que nous voulons renforcer et plus démocratique encore. C'est l'idée que nous voulons régler les différends, les conflits par la voie diplomatique. Que la guerre n'est jamais une réponse pour régler des différends commerciaux, des différends politiques. Notre économie de paix, c'est une économie qui est basée non pas sur la destruction, mais sur la production. Les forces productives, les forces vives qui existent ici au Canada sont telles qu'on pourrait faire des merveilles. Elles sont telles qu'on serait capable de coopérer avec les scientifiques de partout à travers le monde, de jeter nos forces vives dans cette bataille technologique qui est nécessaire pour rendre notre quotidien tout simplement plus facile et moins pénible. Les technologies existent pour que plus personne n'ait à descendre au fond d'une mine avec les dangers que ça comporte, incluant les coups de grisou et les effondrements. Les robots pourraient faire ce travail-là. Le problème, c'est que la tendance à la baisse du taux de profit empêche les entreprises privées de se doter de ces outils pour développer cette technologie. Une économie de paix, une économie productive, par contre, et même une économie, il y a un ordre mondial qui est bâti sur la multilatéralité, ça implique cependant, oui, de rompre avec le pouvoir des monopoles. C'est impossible à obtenir tant et aussi longtemps que les grandes entreprises, les grands monopoles, les grands industriels, les grands banquiers seront ceux qui dominent notre ordre social à travers l'État. Parce que c'est ces mêmes personnes-là qui nous poussent à la guerre. Ce sont ces mêmes acteurs-là qui sont les premiers responsables du génocide en cours en Palestine, qui sont les premiers responsables du blocus sur Cuba, du fait qu'un quart de la population mondiale vit frappée de sanctions encore aujourd'hui. Donc, casser le pouvoir des monopoles, ça implique défendre notre souveraineté aussi. Mais défendre notre souveraineté, ça ne veut pas dire simplement défendre des frontières. Ça veut dire aussi défendre la souveraineté populaire. Parce que tant et aussi longtemps qu'on ne défend pas la souveraineté, l'aspect populaire de la souveraineté, eh bien, en fait, c'est tout simplement abandonner notre souveraineté aux mains des monopoles qui vont la brader au premier venu, au premier moment possible. Donc, ce n'est pas une lutte d'abord pour la souveraineté et ensuite pour des droits syndicaux, incluant le droit de grève. Ensuite, des droits démocratiques pour les femmes, des droits économiques et sociaux, la capacité de s'approprier et de reprendre en main les clés de notre économie. Non, ce sont deux luttes qui sont complémentaires, qui sont dialectiquement liées. On ne peut pas penser en régler une puis ensuite une autre. Les deux vont de pair et c'est pour ça que nous faisons
la distinction. Quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté populaire. Et ce terme est particulièrement important au Québec, puisque la question nationale vient bien sûr complexifier la chose. Et la souveraineté populaire implique donc, parmi les droits démocratiques à revendiquer, celui à l'autodétermination des nations qui peuplent le Canada. Si certains s'imaginent que finalement un Québec indépendant et mieux intégré aux États-Unis servirait mieux les intérêts des masses populaires québécoises, eh bien ils se trompent. Et ça ne servirait pas non plus, du reste, les intérêts des masses populaires canadiennes qui perdraient une grande partie de leur force vive. Ce n'est pas un hasard quand même que les plus grandes manifestations de lutte économique contre le capital au cours des dernières années ont eu lieu ici, que ce soit le Front commun ou que ce soit d'autres très grandes grèves et mouvements sociaux. Donc, perdant ce lien, eh bien, évidemment, ça renforce le pouvoir des monopoles et leur volonté très poussive de s'intégrer à l'économie américaine. Est-ce qu'on peut avoir une économie de paix dans un monde impérialiste? On espère que oui, mais la réponse, elle ne viendra pas de nous seulement. Elle dépendra de la force de la réaction mondiale. Est-ce qu'il faut être communiste pour s'attaquer à l'économie de guerre? Non, mais on ne peut pas s'attaquer à l'économie de guerre si on écarte les communistes de cette lutte. Il y a plusieurs personnes de très bonne volonté qui veulent absolument une économie de paix, qui veulent lutter contre l'économie de guerre. Et vous savez, on ne peut pas seulement se baser sur les forces révolutionnaires pour faire changer les choses. Même en matière de solidarité avec la Palestine. Si on confine la solidarité avec la Palestine aux communistes, et allez, aux anti-impérialistes, même si on élargit l'anti-impérialisme à sa plus large expression, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, et surtout pour le peuple palestinien. La bataille ne sera pas gagnée. Le rapport de force commande de travailler avec beaucoup plus, de ratisser beaucoup plus large. Et après, c'est à nous, les communistes, de faire notre travail patient, tenace, parfois même acharné, mais toujours de principe, pour convaincre ceux qui n'ont pas encore conclu de la nécessité du socialisme qu'il n'y a pas de troisième voie entre le capitalisme, l'impérialisme et la guerre d'un côté, et le socialisme, la prospérité et la paix de l'autre. Au final, et je conclurai là-dessus, la guerre, c'est le pinacle du parasitisme de classe du capitalisme. On vit dans un monde où le capitalisme et l'impérialisme, qui est son stade suprême, mais aussi ultime, ce qui veut dire qu'après l'impérialisme, le capitalisme ne connaîtra plus aucune transformation, si ce n'est que le socialisme. Eh bien, acculée au pied du mur, la classe dirigeante, elle est prête à tout faire péter, à aller jusqu'à y compris une guerre nucléaire, plutôt que d'abandonner ses privilèges de classe. Et ça, c'est pas nouveau dans l'histoire. C'est arrivé à chaque fois qu'un ancien ordre économique, politico-socio-économique avait à mourir et un nouveau à naître. Comme disait Gramsci, quand on se trouvait dans une situation où l'ancien monde ne veut pas mourir et le monde nouveau peine à naître. Et ça, on l'a vu, ne serait-ce que dans la transition du féodalisme et vers le capitalisme, où on a connu les guerres de religion et même une guerre de 100 ans qui a duré effectivement un siècle. Alors, est-ce que c'était exactement 100 ans, 101, 102, je ne sais plus, mais il y a eu 100 ans de guerre qui ont été nécessaires pour, ou en tout cas qui ont été provoqués par l'ancienne aristocratie avant
que finalement elle soit déboutée par les grandes révolutions, que ce soit celle de Cromwell en Angleterre, que ce soit la Révolution américaine aux États-Unis, ou ce que Lénine lui-même appelle la Grande Révolution, c'est-à-dire la Révolution française de 1789, et qui ont finalement sonné le glas du féodalisme comme ordre social significatif à travers le monde, et qui ont entériné la domination du capitalisme. Alors, l'économie de guerre qu'on connaît aujourd'hui, si on fait le parallèle, c'est essentiellement le chant du cygne d'un monde qui est en train de mourir. À nous maintenant, fort de cette compréhension, de faire notre travail pour qu'on n'ait pas à passer par les fourches caudines, pour qu'on n'ait pas à passer à travers plus de destruction, plus de pleurs, plus de génocide qu'on en a déjà connu, et à nous donc de convaincre autour de nous, et particulièrement notre classe, la classe ouvrière, de la nécessité du combat pour la paix, et que ce combat est nécessairement lié à la lutte contre notre exploiteur commun, notre ennemi commun, le capitalisme, et particulièrement aujourd'hui l'impérialisme et le capitalisme monopolistique d'État.